évidemment, on l'espère jamais. Mais, il se passe quand même beaucoup de choses en ce moment. Bonjour Jacques Hoggard. Bonjour, Bonjour. Je suis André Berkoff. Bonjour colonel Jacques Hoggard. Je rappelle que vous êtes fondateur de la Société Intelligence Stratégique. Vous avez été très longtemps colonel, l'armée de l'air, et puis vous avez été à la Légion étrangère. Armée de terre. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Et absolument. Et je rappelle votre livre, vous avez reçu pour ça l'excellent livre, La guerre en Ukraine, le regard critique sur les causes d'une tragédie, aux éditions Hugo Doc. Alors, justement, il se passe quand même des choses, là, par rapport à l'Ukraine et tout. Je résume très rapidement. Éventuel feu vert à l'utilisation par Kiev, donc par Zelensky, le régime ukrainien, de missiles à longue portée contre la Russie. Est-ce que l'Ukraine pourra-t-elle bientôt utiliser des missiles à longue portée? Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a accusé vendredi dernier ses alliés d'avoir peur d'évoquer la possibilité d'abattre eux-mêmes des drones et des missiles russes dans le ciel ukrainien. Et il doit rencontrer Joe Biden. Et voilà, et Joe Biden a dit les États-Unis sont là pour aider l'Ukraine, effectivement, comme a dit le Premier ministre britannique Keir Starmer. Et Vladimir Poutine, quand même, a répondu, ou en tout cas, il y a 3 jours, et il a dit « Si les Occidentaux autorisaient l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des missiles à plus longue portée, cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. » Et Keir Starmer d'ajouter « Les prochains mois et semaines pourraient être décisifs. » Alors, on entend les bruits de bottes, on entend non pas la mobilisation générale comme en 40, mais il se passe quand même quelque chose. Et d'abord, colonel Hoggard, je vous demandais quels sont et qu'est-ce que c'est que ces missiles à longue portée que l'on éventuellement on donnerait le feu vert pour les envoyer sur le territoire russe? Alors, ce sont des missiles attaque CMS. Ce sont des missiles, disons, à longue portée, mais jusqu'à 300 km à peu près. Oui. Ce sont des missiles, en particulier le M39A1, qui est une des versions plus récentes, disperse des sous-munitions dans un rayon assez large, qui couvre une partie du territoire, évidemment, au-delà de l'impact du missile lui-même. Et ils ont quand même l'inconvénient de coûter chacun 1,5 à 1,7 million de dollars l'unité. Chaque missile. D'accord. Chacun. Ce qui fait que la dernière livraison américaine, qui aurait été selon les informations dont on dispose, de 300 attaques CMS, aurait coûté environ 500 millions de dollars. Ouais. Alors, le problème, c'est pas... Alors, il y a d'abord un coût qui est quand même énorme, parce que ces missiles se heurtent à des intercepteurs russes qui coûtent environ entre 100 000 et 200 000 dollars pièce. Donc, il y a c'est pas le même rapport qualité-prix, oui. C'est d'accord. pas le même rapport qualité-prix. Bon. Deuxièmement, il y a le nombre. Si on considère que les 300 missiles livrés représentent entre 30 à 40% du stock américain, on voit qu'il y a quand même des limites à la fourniture de ces armes, indépendamment des aspects politiques et stratégiques qui sont liés, évidemment, dont on va parler probablement. Voilà, oui. Mais évidemment, c'est une étape supplémentaire s'il devait être employé. On a entendu effectivement Poutine dire qu'il s'agissait d'une implication directe de l'OTAN. Alors justement, colonel Jacques Hoggard, je vous interromps justement. Est-ce que on joue au poker menteur, ou effectivement, quand Poutine dit, écoutez, si ça se trouve, les Ukrainiens sont pas capables eux-mêmes d'utiliser ces missiles à longue portée, ce sont évidemment des gens de l'OTAN, français, anglais, américains ou autres, et à ce moment-là, ça signifie que l'OTAN est en guerre contre la Russie. Et justement, au-delà donc de ces missiles, et ce que vous avez décrit, est-ce qu'aujourd'hui on est au bord du gouffre, où on est en train de jouer justement, parce que ça fait partie, c'est la guerre de l'information, c'est de la désinformation, c'est le soft power, et on joue à se faire peur? Alors si vous permettez, je pense que c'est pas tout à fait, c'est ni l'un ni l'autre en fait.
Oui. Je pense qu'il y a évidemment une partie de poker menteur et je dirais, d'opération psychologique, évidente, de part et d'autre. Mais je pense que le problème se complique un peu côté États-Unis parce que vous avez les élections américaines qui approchent dans moins de 7 semaines. C'est en lien avec d'ailleurs la tentative d'assassinat contre Trump hier. Parce qu'on sait très bien que si Trump est élu, les relations avec la Russie vont changer entre l'Amérique et la Russie. Alors évidemment, ça ne met pas en cause forcément l'OTAN, parce que l'OTAN a des velléités d'être indépendant aujourd'hui, plus ou moins. Oui, mais l'OTAN sans les États-Unis, ça me paraît... c'est improbable, vous avez raison. Donc ce qui fait qu'en fait, aux États-Unis, vous avez aujourd'hui deux camps. Vous avez le camp des faucons, les néoconservateurs en particulier, symbolisé par Anthony Blinken, le secrétaire d'État qui revient de Kiev, où il était récemment, pour autoriser officiellement les Ukrainiens à utiliser des missiles longue portée. Et puis vous avez le camp, à mon avis, plus réaliste et plus raisonnable du Pentagone, des officiers généraux qui, au bout du compte, seront ceux qui délivreront les missiles ou pas. Alors ça, c'est un point... Ah oui, ça dépend du Pentagone, vous dites, c'est important ça. Oui, ça dépend du Pentagone, c'est important. Et alors, moi, ce que je sais, c'est que le Pentagone a demandé un plan stratégique à Zelensky pour qu'il explique comment il entend parer à l'inévitable riposte des Russes en cas de frappes ukrainiennes dans la profondeur. Oui. Le Pentagone n'a toujours pas de réponse. Et puis, il lui a demandé en deuxième élément de fournir une liste des objectifs envisagés. Alors, on n'est pas dans le secret d'État, on n'a pas tous ces éléments en détail, mais les analystes un peu informés estiment qu'il est peu probable que le président ukrainien réussisse son grand oral, franchisse sa première étape, si vous voulez, celle de la validation du plan global. Et puis même en admettant que ce soit le cas, on pense que la liste des objectifs sera forcément très limitée, ne serait-ce que par, encore une fois, le nombre des missiles disponibles. C'est ce que vous avez dit. Alors, mais évidemment, je pense que le vrai problème, c'est un problème politique entre faucons et qui sont toujours capables, à mon avis, de faire de la guerre à outrance. Mais je pense que cette surenchère guerrière cache en fait une grande panique. Parce que la guerre, à mon avis, je dis depuis longtemps, est perdue. Et c'est pas l'offensive de Koursk qui va changer quelque chose. Ça changera rien au plan général. Et en même temps, je pense que Koursk est un problème qui est en train d'être réglé de son côté. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même que les Européens évoluent un peu. Vous voyez la position du chancelier Scholz. Oui, en Allemagne, le chancelier allemand, qui est maintenant complètement à contre-courant de la volonté guerrière des faucons. Il est au contraire à plaider pour des négociations rapides. Donc voilà, ce qu'on peut dire en ce moment. Oui. En fait, alors justement, colonel Hogar, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir, vous savez, il y a eu, alors évidemment, ça peut faire partie des théories conspirationnistes ou autres, certains ont argué du fait qu'il peut y avoir une espèce de poussée comme ça, non seulement d'adrénaline, mais de façon à reculer, ce qui me paraît effectivement peu probable, les élections américaines, la date du 5 novembre, et puis et surtout, est-ce qu'il ne peut pas y avoir, la question qu'on se pose, sans faire le Dr Strangelove de Stanley Kubrick, le fameux film extraordinaire d'ailleurs, que vous connaissez bien sûr, est-ce qu'il peut y avoir ou pas dérapage? Est-ce qu'il peut y avoir bavure? Est-ce qu'il peut y avoir Sarajevo ou c'est impossible? Aujourd'hui, alors on parle. Écoutez, moi je suis pas prophète et je voudrais pas être un mauvais prophète, mais un dérapage est, je pense, toujours possible. Néanmoins, je pense que comme il y a un risque en fait, comment dirais-je, de dérapage nucléaire derrière, je pense que quand même la dissuasion nucléaire de part et d'autre a toujours été parfaitement intégrée dans les réflexions de nos gouvernants. Alors, ce qui peut
évidemment inquiétant, c'est la position de certains néo-conservateurs au pouvoir aux États-Unis. Il y a un peu une course de la montre qui est commencée avec l'élection américaine. Et comme vous dites, Jacques Hogar, ils sont paniqués. Ils sont paniqués. Oui, ils sont paniqués. Je pense qu'ils sont paniqués. Et je pense que certains peuvent vouloir à tout prix la fuite en avant. Ce qui a toujours été une mauvaise solution dans l'histoire, mais qui est toujours évidemment envisageable. Alors simplement, je pense quand même que les Américains n'ont aucune envie de voir ce conflit risquer de les toucher finalement. Oui. C'est très bien en Europe parce que c'est limité à l'Europe. Alors détruisons l'Europe, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, toucher vraiment aux intérêts américains et risquer de leur porter atteinte, ça, je pense qu'ils ne le voudront pas. Donc voilà. Et puis je pense qu'il y a quand même aussi ne pas sous-estimer les états-majors dans tout ça. Je le dis parce que je vais un peu à contrario de ce qu'on peut entendre ici ou là, mais les militaires me semblent plus raisonnables que les politiques quand il s'agit de la guerre. Ben, les militaires connaissent mieux la guerre que les politiques, faut le dire aussi. Oui, je pense aussi. Juste un mot. Oui. Le complexe militaro-industriel que dénonçait déjà le président Eisenhower en 1951, les Lockheed Martin et compagnie. À votre avis aussi, ils se rangeront, ils seront raison gardée au moment où ça peut basculer? Je pense qu'ils se sont bien servis, si je puis dire, jusqu'à présent. Hein. Ça fait quand même 2 ans et demi que cette guerre dure et perdure. Donc je pense que les retombées sont quand même assez substantielles. Alors maintenant, là aussi, si vous voulez, je pense que les responsables du lobby militaro-industriel sont quand même sous surveillance. Des généraux qui sont, à mon avis, quand même un peu conscients des risques réels qui existent aujourd'hui. D'accord. Merci Jacques Hogar, merci pour vos éclaircissements, parce que on entend vraiment effectivement beaucoup de choses, et j'espère en tout cas que tous auront effectivement à cœur de raison garder.